Je te souhaite la bienvenue ici, je suis Bénédicte et je suis passionnée d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants de femmes qui ont fait le choix de l'entrepreneuriat. Elles nous racontent comment elles sont devenues entrepreneurs, leurs réussites, leurs difficultés, comment elles les ont surmontées, bref, un boost de motivation, d'inspiration et des conseils concrets. Si vous aussi vous êtes entrepreneur, que parfois vous vous sentez seul et que vous avez des questionnements, des doutes, des problématiques, je vous invite à me suivre sur Instagram. Je propose des événements en ligne et en présentiel pour partager, se développer, échanger via des coachings collectifs, des conférences, des ateliers. Vous y trouverez une communauté bienveillante. À très bientôt et je vous souhaite une belle écoute. Léa commence son parcours pro dans la mode en tant qu'assistante mode. C'est au détour d'un voyage au bout du monde qu'elle va repenser son avenir professionnel. À son retour, elle intègre une agence de voyage et se forme au tourisme. En cherchant un voyage pour elle, elle va s'apercevoir que ce qu'elle cherche, ça n'existe pas. Elle va alors faire le choix de créer son entreprise de séjour de yoga. Elle partira 3 mois en Inde pour approfondir ses connaissances et à son retour, elle va se lancer dans la création de son entreprise. Elle nous raconte comment concrètement elle a créé ses premiers séjours. Elle nous partage aussi ses moments de démotivation. On le dit souvent, l'entrepreneuriat ce sont les montagnes russes et Léa s'en est bien rendu compte. Elle nous parle aussi de son équilibre vie pro-vie perso car Léa est maman depuis peu et elle souhaite être présente pour son fils. Cet épisode était inspirant, enrichissant. La sérénité de Léa m'a impressionnée. Je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode. Hello Léa! Oui, bonjour Bénédicte. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Brille et pétille. La traditionnelle question, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es? Alors, je m'appelle Léa Koutaï, je suis fondatrice et dirigeante d'une entreprise qui s'appelle le Yogascope, qui organise des retraites de yoga et des séjours pour les particuliers, mais pour les entreprises aussi, à visée holistique, donc chercher à retrouver le bien-être propre à chacun et au groupe. Je suis également maman depuis quelque temps, je le dis parce que ça change beaucoup de choses dans ma vie, dans mon quotidien et dans ma vision des choses depuis quelques mois. Voilà, j'habite Paris, mais je suis une grande voyageuse. Et voilà, grosso modo, je pense que ça en dit long et pas beaucoup, mais on est là pour approfondir, je crois. Oui, tout à fait. Et puis là, ce paramètre, on va dire, si je peux dire comme ça, d'un enfant, ça va être aussi intéressant de voir qu'est-ce qui a pu changer, même si c'est assez récent finalement, Ouais. mais qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que ça peut changer aussi dans le futur peut-être, parce que des fois, c'est ce qui arrive. Des fois, la Ouais. maternité fait évoluer, quoi. Et Ça, du coup, est-ce que c'est tu clair. peux nous parler un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce qui s'est passé avant le Yogascope? Alors avant le Yogascope, je vais tâcher d'être succincte parce que il s'est passé quand même pas mal de choses. J'ai lancé le Yogascope, ça faisait je dirais ça faisait une petite dizaine d'années que j'étais sur le marché du travail déjà, donc j'ai eu le temps de faire pas mal de choses. Et puis surtout à l'origine, j'étais pas du tout destinée à faire du tourisme, mais encore moins faire du yoga. Enfin, en tout cas, c'était pas comme ça que moi je voyais les choses. Je m'étais toujours projetée dans un avenir où je travaillerais dans la mode. Donc en fait, j'ai fait une école de stylisme. J'ai travaillé pendant quelques années dans un grand groupe de presse où j'étais assistante mode, donc je m'occupais de gérer les shootings, j'allais sur les défilés de mode, etc. Enfin voilà. Et puis bah c'est au détour d'un voyage à l'autre bout du monde qui a duré plusieurs mois que je suis rentrée. Je me suis dit mais en fait c'est plus du tout qui je suis, je me reconnais plus du tout dans ce que je fais. Et parce que mes parents m'ont fait beaucoup voyager étant plus jeune et que j'ai toujours adoré le contact avec les autres et avec les beaux paysages, les formes de nourriture variées, les rencontres aux visages variés aussi, en fait, que je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas le tourisme, pourquoi pas le voyage. En tout cas, j'avais moins de mal à me dire que j'allais travailler à faire en sorte que les gens se dépensent de l'argent chez moi pour se créer des souvenirs que tenter de les faire acheter une énième paire de chaussures dont ils n'auraient pas vraiment l'utilité. En tout cas, c'est comme, enfin, je m'y sentais plus à l'aise et donc je me suis dit bon bah pourquoi pas le tourisme. J'ai atterri dans une agence de voyage qui formait ses propres équipes, donc
sans forcément repasser par la case études, mais une formation très poussée au sein de l'entreprise que j'ai intégrée. Et puis j'y suis restée 3 ans. Et un jour, en fait, la philosophie de l'entreprise avait beaucoup évolué sur les 3 ans que j'y avais passé. Je sentais que j'avais atteint un peu un plafond de verre en termes de capacité d'évolution, et puis la gestion et les objectifs qu'on nous fixait étaient devenus complètement délirants et incohérents, et j'ai clairement fait un burn-out. Et c'est à l'occasion de ce burn-out que je me suis dit, mais en fait, il faut vite que tu prennes tes jambes à ton cou. Et c'est ce burn-out aussi qui m'a fait faire, parce que j'en avais besoin, beaucoup de yoga. Et c'est en cherchant un voyage pour moi, où je pourrais faire quelque chose qui me fait du bien et me faire sentir mieux, et vivre une expérience un peu transformatrice, dans le sens où elle me recadrerait, que je me suis rendu compte que ce que je cherchais n'existait pas, du moins pas dans les contours dans lesquels j'avais envie de le trouver. C'était soit des séjours en ashram, dans des catégories, dans des conditions de voyage et d'hébergement et de pratique du yoga extrêmement sommaire, très roots, enfin c'est vraiment le terme. Soit c'était des séjours dans des lieux enfin qui frôlaient l'archiluxe, avec des comment dire, des prestations qui ressemblaient pas du tout à ce que moi j'avais envie de faire et ce que moi je recherchais en tant que cliente. Et voilà. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, bah, si ça n'existe pas, de toute façon, là où t'es pas heureuse, il faut que tu trouves une solution. Et voilà comment mon chemin vers l'entrepreneuriat a démarré. Comment c'est arrivé? Alors, j'ai plein de questions. Alors déjà, dans quel pays tu es allée quand tu as dit que tu avais fait un voyage à l'autre bout du monde? C'était l'Australie. Et alors, l'Australie n'avait pas forcément de rapport d'un point de vue spirituel, émotionnel, etc. C'est plus l'éloignement et le 360 culturel et tu vois, même en termes d'horaire, qui m'a fait prendre conscience qu'en fait il y avait un monde Il y au-delà avait autre chose, quoi. Il y avait Exactement. pas que. Enfin, c'est pas un voyage de 2 semaines où tu reviens, t'es reposé, t'as pris du temps pour toi, et puis voilà, tu réenchaînes. Là, t'es complètement déconnecté de ta réalité. Je dis bien ta réalité parce que c'est une autre forme de réalité. C'est juste que c'est pas celle qu'on connaît en France ni même en Europe. C'est un autre pan du globe. Donc c'est une autre façon de voir les choses. On voit même la Voie lactée sous un autre angle. Donc on voit les mêmes étoiles mais complètement à l'envers. Enfin, en fait, ça m'a fait littéralement voir les choses sous un autre angle. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que la voie que je m'étais imaginée toute tracée et la mienne, peut-être que c'était plus cohérent avec qui j'étais au moment où je suis rentrée. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que beaucoup de gens pourront dire quand ils partent vraiment longtemps à l'étranger. Quand on revient, on a l'impression que les gens avec qui on passe notre quotidien, notre vie en France, chez eux, entre guillemets, rien n'a vraiment changé, rien n'a vraiment évolué, sauf quand on parle de grands changements de vie, l'arrivée d'enfants, les mariages, les déménagements, ce genre de choses. Mais sinon, les choses ne bougent pas vraiment. Alors qu'en fait, nous, on revient d'un voyage qui a été tellement transformateur, où on a rencontré tellement de gens, on a découvert tellement de choses, que on a l'impression de plus être vraiment les mêmes et de plus vraiment être à notre place. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand je suis rentrée de ce voyage. Ouais, complètement. T'es partie combien de temps? Je suis partie 1 an. Ah oui, bah en fait j'ai fait la même chose. Je suis partie c'est un vrai. an en Australie aussi. Alors du coup tout ce que tu dis, ça Tu te me parle pas reconnais. mal quand même. Ouais, carrément. Donc du coup tu reviens de ce voyage d'un an, un peu quand même transformé, quoi. Et Ouais. tu décides de partir dans une agence de voyage Ouais. où tu es formé et tout ça. Et puis au bout d'un moment ça ne convient plus, tu fais un burn-out. Et donc là, pendant cette période-là, c'est là que tu découvres le yoga. T'avais jamais pratiqué avant, ou en tout cas peut-être peu, quoi. Alors, j'en avais déjà fait, mais de façon plutôt ratée, je dirais, parce que
les premiers cours où j'ai été, je me suis retrouvée dans des cours de Kundalini. Alors, je sais pas si les gens qui nous écoutent auront conscience de ce que c'est que le Kundalini, mais le yoga qu'on pratique le plus en Europe et celui qu'on voit le plus à la télé, dans les cours, etc., c'est ce qu'on appelle le Vinyasa. Ça, c'est le yoga qui colle à l'esprit de la majeure partie des gens. Le Kundalini, c'est très différent. C'est des yoga enfin, c'est un yoga où on est dans des postures qu'on va répéter de façon presque comme une danse, mais on va les répéter, et ça peut durer 3, 4, 5 minutes. Tout ça avec des respirations qui vont être rythmées avec le mouvement, voire avec des chants. Et en fait, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga, c'est le professeur est habillé tout en blanc. Souvent, il a un turban ou quelque chose sur la tête. Donc, en fait, c'est tout ce qu'on imagine du yoga quand on en a jamais fait et qu'on se dit, en fait, ils sont complètement fous, ces yogis, quoi. Enfin, vraiment. Et donc, je me suis retrouvée là-dedans et j'ai pris une crise de fou rire, mais tellement énorme que je me suis fait presque sortir du cours. Donc, en fait, ça, c'était ma première rencontre avec le yoga, moi, à titre perso. Maintenant, le yoga fait déjà partie de mon champ familial depuis un petit moment maintenant, parce que ma grand-mère était professeure de Hatha dans les années 60. Donc un yoga, c'est le yoga original avec des postures qu'on tient mais qui ressemblent à ce qu'on voit du yoga, et c'est juste que c'est un yoga qui est plus doux et moins cardio que du vinyasa. Mais bref, elle fait ça depuis que je suis née. Donc en fait, moi, le yoga, j'en entends parler depuis toujours. Les énergies, le contrôle de son corps, de son souffle, les champs énergétiques, enfin tout ça, moi, j'en entends parler depuis que je suis toute petite. Et à tel point que j'en ai vraiment tourné... alors mon père surtout, parce que mon père est aussi kiné, ostéo et acupuncteur, je l'ai presque tourné en dérision pendant des années, parce que je me disais mais il va trop loin, quoi, c'est pas possible, il est complètement enfin n'importe quoi. Et je pense que du coup je me suis vraiment mise à distance de tout cet apprentissage familial et cette culture familiale qui était la mienne pendant longtemps, en choisissant finalement une profession qui était très matérialiste, en lien avec la mode, là où mon héritage culturel est beaucoup plus spirituel en fait. Et je pense que c'est juste c'est ce bagage familial qui m'a rattrapé à un moment donné où moi je perds des pieds, quoi, tout simplement. Voilà. Ouais, c'est fou, c'est marrant, c'est ce que Ouais. j'allais te dire en fait, d'avoir ton père et ta grand-mère qui étaient dans des milieux plutôt tournés vers soi, vers l'humain, vers toutes ces énergies et tout ça, et toi, t'es allé complètement l'opposé, quoi. Ouais, C'est vrai, totalement, c'est c'est exactement ça. marrant. Et donc du coup, donc toi, tu t'avais cherché un voyage pour toi, Ouais. et alors après, je sais pas si tu l'as trouvé ou pas d'ailleurs, si t'as trouvé ce que tu Non, voulais. justement, Non, je l'ai pas justement, trouvé, t'as c'est vraiment pour pas ça. trouvé. Ah, ok. Et donc du coup, t'as commencé à penser à créer ton entreprise. Comment ça s'est passé en fait? Est-ce que à ce moment-là, tu travaillais plus? Alors non, en fait, si tu veux, ça s'est passé en plusieurs étapes. J'ai pris la décision de lancer mon entreprise, j'étais encore en poste. J'étais encore en poste. Au début, j'y croyais pas trop. Je me disais non mais, enfin, j'ai jamais fait d'école de commerce. Je suis pas du tout armée en fait pour monter une entreprise. Je sais pas du tout comment faire. Et puis en fait, à force de discussion, de motivation externe, je me suis dit ok, je vais me lancer. J'ai demandé ma rupture conventionnelle qui m'a été refusée. Je suis tombée sur un DRH qui était vraiment un... Bref, je vais éviter les noms d'oiseaux sur le podcast, mais c'était vraiment pas quelqu'un de très malin dans sa qualité de DRH. Et en fait, qui m'a clairement répondu, si tu veux l'argent pour monter ta société, t'as qu'à faire plus de primes, donc travailler plus. Et voilà. Et en fait, très vite, ça a été un peu une situation avec, sans issue. Et la seule issue que j'ai trouvée, qui m'a été d'ailleurs soufflée par ma manager de l'époque, ça a été de faire un abandon de poste. Abandon de poste qui est désormais interdit requalifié en démission, ce que je comprends d'une certaine façon, mais qui ne laisse pas beaucoup de portes de sortie aux gens qui décident de monter leur entreprise, si tu veux mon avis. En tout cas, l'abandon de poste a été la solution que j'ai trouvée pour, en tout cas, avoir, tu vois, on parlait de 70% de mon chômage, hein, c'était pas non plus des sommes mirifiques, mais au moins, j'avais cette somme-là pour me permettre de ne pas toucher de rémunération pendant le temps qu'il faudrait à l'entreprise de démarrer. J'aurais pu commencer mon entreprise en parallèle de mon travail, mais le problème, c'est que quand tu veux monter une agence de voyage en France,
t'es obligé de monter une entreprise, et monter une entreprise, ça coûte de l'argent, ça coûte beaucoup d'argent, surtout quand t'es tout seul et que t'as pas de financement externe. Et donc en fait, il faut tout de suite que tu sois, il faut tout de suite que t'en gagnes en fait, parce que sinon tu lâches énormément d'argent tous les mois, toutes les semaines qui passent pour une activité qui ne démarre pas. Donc en fait, j'ai fait mon abandon de poste. Je suis partie en Inde d'abord pendant 3 mois pour suivre des formations et puis comprendre un peu de quoi j'allais parler et être en capacité d'avoir un échange euh, ténu et avec un peu de poids avec les professeurs avec lesquels j'allais échanger derrière. Et puis je suis rentrée et là l'aventure, la machine entrepreneuriale a vraiment débuté avec le dépôt des statuts, la course à l'immatriculation pour pouvoir vendre des voyages en France, d'un point de vue juridique et légal qui soit ok, la création du site internet, la création des premiers séjours avec donc toute la production qui allait avec. Enfin voilà, tout ça a démarré et ça s'est fait en, je dirais à peu près. Ouais, un petit peu moins d'1 an, quoi, 10 mois. Et tu t'es fait accompagner sur tout ça? Parce que quand on n'est pas du tout dans le monde de l'entrepreneuriat, on sait pas en fait tout ça. Et alors, tu peux le savoir un peu en regardant sur Internet, en parlant aux gens, mais est-ce que tu t'es fait accompagner concrètement par un organisme ou par une personne dans le business ou... Alors, j'ai été suivre une formation auprès de la chambre de commerce de Paris, mais je pense que toutes les chambres de commerce doivent le proposer, qui s'appelle 5 jours pour entreprendre, et dans laquelle, oui, les grandes Les grandes lignes, lignes quoi. Mm. ont été énoncées. Après, bien évidemment, il faut aller chercher les informations un peu plus enfin, il faut aussi s'autonomiser et aller creuser parce que tout ne nous est pas donné à cette occasion. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Je pense qu'avoir un bon comptable qui soit en capacité de nous aider à monter un business plan, ça c'est quelque chose qui, à mon sens, si on n'a pas de connaissances en la matière, qui est essentiel. Autant créer un site internet, moi qui n'avais jamais fait de site internet, je l'ai fait toute seule et c'est quelque chose, si on prend le temps de le faire, c'est tout à fait faisable. Autant se faire accompagner dans la réflexion autour de son business model, et donc ce qui va nous faire gagner de l'argent versus toutes les dépenses qui vont être engendrées par la création de l'entreprise et par la gestion et le fait que l'entreprise tourne. Ça, c'est super important. Et ça, tu vois, je pense que j'aurais pu être encore mieux épaulée quand je me suis lancée. Mais pour moi, oui, c'est le nerf de la guerre parce qu'en fait, même si après il y a tout le plan de communication sur lequel on peut se faire aider, tout ce qui va être lié à la vente, etc. Pour moi, la structure osseuse le squelette d'une entreprise, c'est qu'est-ce que je vais dépenser et comment je vais gagner de l'argent et comment ça va me permettre de vivre. Parce qu'en fait, très rapidement, si on n'est pas capable de se dégager un salaire ou au moins que l'entreprise soit à l'équilibre, donc ne perdre pas d'argent, on peut très vite se décourager. Et moi, je pense que j'ai eu... alors, il y a eu le Covid, mais l'année qui a suivi le Covid, je pense que je suis rentrée un peu dans ce creux de la vague-là qui était lié justement peut-être à une recherche d'activités qui auraient pu nous permettre d'éviter d'être en déficit et qui a vraiment comment dire, raison de ma motivation pendant quelques mois, je dirais. Ça, c'est quelque chose dont les entrepreneurs doivent avoir conscience, c'est que c'est clairement, tous les entrepreneurs le diront, c'est les montagnes russes, quoi, émotionnelles. C'est-à-dire qu'un jour, il y a tel projet qui va marcher, on va avoir tel coup de fil ou tel séjour qui va partir dans mon cas ou autre. Ça va être un shot d'adrénaline et de pur bonheur. Et puis le mois d'après, on va se retrouver face à une chute sans filet et on se dit, mais comment je vais faire, quoi. Mais bon, on est encore là, hein, c'est le plus important. Non, mais complètement. Désolée, j'ai complètement dévié. La réponse est partie dans tous les sens. Non, mais il n'y a pas de souci. Et c'est hyper important de le dire. Enfin, on le dit souvent, mais c'est vrai, l'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes, quoi. Et du coup, le Yogascope a combien de temps? Eh ben, écoute, on va fêter nos 5 ans en janvier prochain. Enfin, 5 ans officiels de disponibilité pour les clients. Mais moi, ça fait bientôt 6 ans, du coup, que je suis sur le projet.
Et du coup, aujourd'hui, le Yogascope, bon, bah, comme tu l'as dit au tout début, c'est des retraites, vous travaillez avec des entreprises et tout ça, mais au tout début, non, parce que au tout début, quand tu as commencé à vouloir faire des séjours, enfin des retraites comme ça, est-ce que toi, tu dispensais des cours déjà? Alors moi, j'en ai donné au tout début. Non, j'en ai donné au tout début, mais j'ai donné des cours sur une ou deux retraites, je crois. J'ai vraiment été. C'est pas mon métier en fait, si tu veux. Je pense que aujourd'hui, il y a de plus en plus de professeurs de yoga, on le voit. Mais pour moi, on est professeur de yoga qu'après plusieurs mois, voire plusieurs années d'enseignement et plusieurs formations. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu sors d'une formation de 200 heures avec un diplôme en poche que t'es prof. Et loin de moi cette prétention, tu vois. C'est aussi pour ça que je travaille avec des professeurs qui ont vraiment une valeur professorale euh, qui soit digne de nos séjours. Moi, j'ai fait un peu au tout début, j'ai donné des petits cours sur des retraites dont le yoga n'était qu'un petit plus, mais il y avait une autre dynamique ou une autre thématique qui était beaucoup plus forte. Et donc le yoga, c'était un petit rajout. Et puis bah au début, bah, tu vois bien, au début j'ai été sur certaines retraites, j'ai été chef, sur certaines retraites j'ai été taxi, sur certaines retraites j'ai été prof de yoga, parfois j'ai été les trois à la fois. Mais c'était vraiment au début parce qu'il fallait à tout prix que les premiers séjours partent et que j'avais pas l'argent pour payer tout le monde, quoi, grosso modo. Mais aujourd'hui, on fait les choses bien. Il y a des transferts, des chefs et des professeurs qui sont vraiment spécialisés dans leur domaine C'est ça qui est important de préciser, c'est que au tout début, bon, en tout cas dans ce type d'activité, c'est que toi, tu étais multicasquette et que bah, tu faisais tout, comme tu le disais, quoi. Tu es obligé de faire tout parce que tu peux pas prendre bien sûr, chaque activité, chaque domaine, quoi. Un chef, bien sûr. des intervenants, comme tu dis, les navettes et tout ça. Et du coup, là, aujourd'hui, il me semble que tu es plus seule dans l'entreprise ou Non, est-ce ouais, hein, vous êtes heureusement pour moi. alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça? Du coup, au début, tu étais seule, tu as fait beaucoup de choses seule, même Ouais. t'étais allée sur les retraites et tout ça. Aujourd'hui, enfin, comment ça a évolué cet aspect-là? À partir de quel moment tu as réussi voilà, à créer des retraites? Et d'ailleurs, juste aussi, je fais une petite parenthèse, mais vous organisez des retraites qui sont pas toujours en France, en plus, même qui sont. Est-ce que tu as beaucoup voyagé pour trouver des lieux, ou est-ce que tout se fait à distance? Et puis après, voilà comment s'est construit toute cette ascension. Alors, cette ascension, dis donc, tu me flattes. Non, alors, bref, au début, j'allais systématiquement sur place. Je me prenais des petites locations de voitures. J'allais trouver les lieux, les visiter, choisir les maisons avec lesquelles on allait travailler, etc., etc. J'allais au cours de tous les professeurs avec lesquels je décidais de travailler. J'allais faire de la motivation en face-to-face, ce genre de choses. Et puis avec le temps, maintenant, avec beaucoup de lieux, on travaille à distance, c'est-à-dire qu'on a un cahier des charges qui est tellement important et déterminé maintenant qu'on arrive avec en énumérant tout ce dont on a besoin et tout ce qui est un no-go absolu, et avec une discussion très rapprochée et avec des e-visites systématiques à faire sans nous déplacer sur place. Et quelque part heureusement, parce que même si j'adorerais, en fait, d'un point de vue temps et financier, c'est un gouffre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut enfin c'est pas des voyages qui sont sponsorisés, quoi. C'est des voyages qui sont payés avec l'argent de la société. Et comme je te disais, c'est quand même, enfin, le tourisme, c'est pas un business oui, les marges sont délirantes, quoi. Loin de là. Donc, du coup, bah, l'argent qu'on gagne, en fait, il faut qu'il serve à payer tout le monde, quoi. Il faut que tout le monde puisse manger à la fin du mois. Donc, c'est vrai que nous déplacer systématiquement, c'est un coût. Maintenant, on a vraiment très, très, très rarement des déconvenus avec les lieux avec lesquels on travaille, tu vois. Et puis, en plus, il y a un partenariat régulier qui se met en place, c'est-à-dire que on développe des nouvelles destinations, mais dès que le lieu avec lequel on a travaillé une première fois, on voit que ça s'est bien passé,
et on a été sur place à l'occasion du séjour, bah là, du coup, on rebook et on retravaille avec. Pour les professeurs, en revanche, par contre, on va toujours à leur cours de yoga, encore systématiquement, sauf quand c'est pas des profs qui sont à Paris, mais dans ces cas-là, on travaille à distance. Enfin, on teste toujours la pratique des professeurs avec lesquels on décide de travailler. Et pour ce qui est de l'agrandissement de l'équipe, en gros, j'ai été seule pendant, je dirais, 1 an et demi. Ensuite, j'ai eu une freelance qui a travaillé avec moi pour comment dire, le boost du marketing et de la communication, etc., qui est depuis devenue une très très bonne amie, mais qui faisait presque du pro bono avec moi, tellement j'avais pas du tout un rond et qu'elle croyait fort au projet. Donc voilà, les bonnes étoiles et les petites fées qui veillent sur les projets entrepreneuriaux, on les remercie aussi. Et puis après, bah, il y a eu tout le plan lié de l'État lié aux alternants qui subventionnait l'embauche d'un alternant. Et donc du coup, j'ai commencé avec une alternante avec qui ça s'est super bien passé, qui m'aidait sur les séjours, et puis maintenant qui est passé responsable de la production, donc en gros qui s'occupe de trouver les lieux, gérer les relations avec les professeurs, ce genre de choses. Donc voilà, et qui ça se passe super bien, qui s'appelle Romane. Et j'ai également depuis Flavia, avec qui je travaille, qui est aussi en alternance, enfin qui est maintenant elle en alternance. Romane, elle est passée en CDI et Flavia est en alternance. Et Flavia, elle gère toute la communication, donc réseaux sociaux, newsletters, etc. Et enfin, il y a Amandine, qui à l'origine était une de nos clientes et qui était tellement fan ultime, je peux le dire, de notre travail qu'elle a trop voulu intégrer l'équipe. Et voilà, et là maintenant, elle travaille avec nous en freelance et elle s'occupe de toute la partie relations clients, service après-vente et gestion des relations clients, ouais, elle, pour le coup. Donc, Du coup, vous voilà. êtes 5. On est 4. Ah, vous êtes 4. J'ai On est compté une 4. personne en plus, je sais pas pourquoi. Du coup, vous êtes 4. Et cette, parce que quand même, tu te dis des fois, enfin, est-ce que tu t'étais dit avant, un jour, j'aurai ma boîte avec mes salariés? Alors, tu te l'étais sûrement pas dit quand tu étais assistante mode, j'imagine, enfin, ou peut-être dans la mode, je sais pas. Mais tu vois, aujourd'hui, quand je disais ascension tout à l'heure, ça t'a surprise, mais moi, je trouve que enfin, c'est une superbe évolution d'entreprise, quoi. Et puis en plus, t'as l'air très sereine quand t'en parles. Alors je sais pas, on se connaît pas trop, je sais pas à l'intérieur comment t'es des fois, mais mais franchement, bravo pour tout ça parce que enfin c'est une jolie évolution d'entreprise, quoi. Ouais, écoute, oui, comme tu dis, c'est pas tous les jours très simple. Et il y a eu plus d'une fois où je me suis posé la question de est-ce que je suis enfin, pas est-ce que je suis au bon endroit, parce que je suis tellement persuadée que ce qu'on fait, on le fait pas juste pour une visée pécuniaire, mais vraiment qu'il y a Une passion, quoi. ouais, et puis enfin je crois que ce qu'on fait rend le monde plus beau, quoi, profondément. Je suis persuadée que les gens, on a tellement de nos clients qui rentrent de retraite et qui nous disent, j'ai déjà eu plusieurs fois des gens qui me disaient mais en fait ça devrait être remboursé par la Sécu que de pouvoir s'offrir ce genre de voyage, que je sais que on fait profondément du bien aux gens, et par voie de conséquence on fait du bien au monde dans lequel on vit. Donc déjà à partir de là, je ne peux qu'être passionnée et convaincue par ce que je fais. Maintenant, il y a, comme j'en parlais un peu plus tôt, des moments où malheureusement on n'est pas une association, on est quand même une entreprise à but lucratif, et le but étant déjà tout qu'on gagne de quoi manger et faire vivre nos familles. Il y a des moments où c'est dur, bien évidemment, parce que aujourd'hui beaucoup de choses reposent sur mes épaules. À date, on n'a pas d'investisseurs, et ça a été un choix de ma part que de pas faire rentrer de gens dans l'entreprise, pour rester indépendante, pour avoir une liberté de penser et pas être drivée uniquement par des motifs financiers. Mais aussi, il y a des moments, c'est pas toujours simple, et plus d'une fois, je me suis demandé si jamais il aurait pas fallu, ou il faudrait pas que je fasse rentrer quelqu'un d'autre dans le cheminement de la société, parce que c'est vrai que avoir un soutien pas que financier, mais aussi émotionnel, moral,
intellectuel, je suis sûre que ça aurait un plus. C'est-à-dire que là où je suis seule responsable de la direction que prend l'entreprise et de ses finances, si on était 2 ou 3 ou 4 à réfléchir à où on emmène la société, comment on peut la faire évoluer, comment est-ce qu'on peut chercher de nouvelles activités, de nouveaux ponts vers ce que la société peut devenir dans l'avenir, je suis sûre qu'elle irait peut-être plus loin et peut-être plus vite en tout cas. Mais voilà, il y a des avantages et des inconvénients à être associé. Quand ça se passe bien, c'est fantastique. Quand ça se passe mal, c'est dramatique. Moi, je connais des sociétés, j'ai des copains entrepreneurs qui ont coulé leur boîte parce que le partenariat qu'ils avaient avec leur investisseur ou avec leur associé n'était pas heureux et qu'il y avait un vrai décalage dans la vision que l'un et l'autre avaient et qui était irréconciliable et qui donc finissait par couler la boîte. Ça c'est très triste, mais c'est vrai que par moments ça pourrait me faire du bien de pas être toute seule. Ouais, dans les décisions un peu stratégiques et tout ça. Et du coup, jusqu'à présent, c'est vraiment pas quelque chose que tu envisageais, mais est-ce que des fois, tu te dis quand même, peut-être un jour, pour, pour mon bien-être, pour me soutenir, et puis peut-être aussi dans ta nouvelle vie de maman et tout, tu Ouais. y penses quand même des fois un peu? Bah écoute, j'y ai pas pensé depuis un moment parce que bah, comme tu dis, j'ai eu tellement de choses à Ouais. penser que moi là cette année, ce que je voulais absolument, c'était que on fasse exactement ce qu'on savait faire, qu'on le fasse le mieux possible, qu'on prenne pas de risques, qu'on soit pas dans la stratégie, qu'on soit purement dans l'application de ce qu'on sait parfaitement faire, justement pour que je puisse prendre un vrai congé maternité et que je puisse profiter de l'arrivée de mon bébé sans être complètement stressée par le rachat ou par la vente de certaines de nos actions. Enfin bon, bref, j'avais envie de quelque chose de simple cette année. Maintenant, je suis pas du tout... je sais pas ce que l'avenir nous réserve et je suis pas fermée sur les prochaines années à ce que quelque chose de nouveau soit insufflé dans la société. Ça, clairement non. On va y revenir là du coup à ton équilibre vie pro, vie perso. Juste avant, j'avais une question. Comment a pris ton entourage quand tu as voulu monter ta boîte? Alors, ma famille a été très supportrice. J'ai une chance vraiment importante, c'est que mes parents, ils ont toujours cru en nous. Je dis nous, je parle de moi, je parle de mon frère. Enfin, ils nous ont toujours fait super confiance et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que moi, à mon tour, en tant que maman, j'aurais envie de me souvenir le jour où il y aura des vraies décisions à prendre, où mon fils prendra ses décisions lui-même. C'est que je pense qu'avec la bonne dose de confiance en soi et de soutien, en fait, on peut entreprendre avec sérénité. J'ai certains amis, par contre, qui n'ont pas du tout compris. Et j'en ai même à qui ça a fait franchement peur et qui ont eu des réactions complètement incompréhensibles. Tu sais, à la limite de l'agressivité face au projet, qui le tournait en dérision, qui me tournait en dérision. Alors, Alors c'est pas une grande majorité. pardon, je te coupe, te prenais peut-être pas au sérieux, des trucs comme ça, enfin, Ouais, qui prenait mon idée pour quelque chose de complètement stupide. Alors, il y en a pas eu beaucoup, hein, heureusement. J'ai de très très bons amis dans la majorité, mais ouais, il y en a certains qui m'ont vraiment, qui sont ouvertement moqués de moi. Et ça a été très dur. Mais du coup, ça m'a permis aussi de faire le tri dans mes amis. Parce que je pense que un ami qui est franchement un ami, il a pas peur de voir son copain ou sa copine sortir du cadre et tenter quelque chose. Parce que je pense qu'en fait, voir les autres tenter des choses et aller vers quelque chose d'inconnu, en fait, ça renvoie très facilement ça nous renvoie très facilement au cadre du cocon et de la zone de confort qu'on s'est établi et dont on sort pas, tu sais. tout à Et en fait. fait, ça ébranle tout ce qu'ils ont à l'esprit. Et je pense qu'il y en a qui le vivent plus ou moins bien. Et du coup, voilà, bon, je me suis séparée de ces gens-là.
Ça a été dur. J'avoue que moi-même, j'ai pas trop compris quand ça m'est arrivé, mais ça m'a aussi servi de boost, d'accélérateur. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, ils y croyaient pas, mais ils vont voir ce qu'ils vont voir, quoi. Je pense que ça m'a aussi donné un peu. Ouais. Ouais, ça t'a boosté, quoi. Ça t'a Ouais. motivé. Ouais. Mm. Ouais, je pense qu'il y a peut-être aussi un petit sentiment de jalousie de ces personnes-là, de voir que les autres ont tentent un truc, de la jalousie ou je sais pas. Ouais. Ça renvoie qu'on quelque chose de enfin de pas sortir de sa zone de confort Bien peut-être, de sûr. rester dans ses habitudes. Et puis je pense qu'on a tous, les uns par rapport aux autres, des positions. Euh, Pas forcément comment dire, du plus ou moins bien, mais on est tous le référent de quelqu'un par rapport à quelque chose. Je sais plus, je regardais un film il y a récemment et dedans les acteurs disaient oui ben toi t'as toujours été ah oui voilà je crois que c'était un film drôle mais c'était un film américain alors je me souviens plus ce que c'était mais en fait du jour au lendemain il y en avait un alors c'est complètement ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat mais il y en avait un qui perdait beaucoup de poids ou qui devenait hyper musclé, je sais plus. Et du coup, en fait, la bande de copains, c'était que des mecs, euh, celui qui avait toujours été le beau gosse, bah, il était plus tout à fait. Celui qui avait toujours été un peu middle, bah, il se retrouvait à être pas beau. Et en fait, du coup, tout l'équilibre du groupe était complètement enfin, modifié, en Modifier fait. quoi. Mmh. Et je pense que quand tu as un copain qui a toujours été dans son job plan-plan, qui s'est jamais trop posé de questions, et qui d'un seul coup décide qu'en fait ça lui va pas et qu'il a envie de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et de remettre les choses en perspective et peut-être de se lancer dans quelque chose de risqué mais qui peut avoir un intérêt, et ben tous ceux qui s'étaient construits autour et qui voyaient ça d'un œil plutôt rassuré, bah, peuvent se dire en fait enfin, tu vois, ça peut faire bouger les choses à l'intérieur de chacun pour des raisons diverses et variées. Mais oui, comme tu dis, il y a peut-être une part de jalousie, peut-être une part de peur, d'inquiétude, je sais pas. Mais Ouais, pas beaucoup de bienveillance, ça c'est une ouais. certitude. Bon, rien à voir avec, le sujet d'avant. Comment t'as trouvé ce nom d'entreprise? Yogascope? Alors, en fait, je cherchais un nom dans lequel yoga apparaîtrait pour qu'on soit sûr de ce dont ça allait parler. Un nom qui soit traductible. Si jamais un jour on venait à travailler avec l'étranger. Et puis en fait, je cherchais, et j'en ai rêvé de ce nom. Et je me suis réveillée, je me suis dit, oh, je vais l'appeler Yogascope. Et en fait, au début, j'étais un peu, bon, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Et je l'ai pas dit à grand monde, j'en ai parlé juste à une amie qui m'a dit qu'elle trouvait ça chouette. Et puis après, j'ai pas. C'est comme les prénoms des enfants. Moi, je trouve qu'il faut pas trop aller chercher les avis des uns des autres parce que très vite, on peut complètement perdre sa motivation et son jugement propre et se faire influencer par ah ouais non c'est pas top top, donc en fait j'en ai vraiment pas parlé à grand monde. Ouais, ouais, des fois, il vaut mieux pas. Ouais. Vaut mieux pas trop demander l'avis des fois. Ouais. S'il y a quelque chose que tu pouvais changer, dans tout ce que tu as fait dans cette entreprise, qu'est-ce que ce serait? Hmm. Qu'est-ce que ce serait euh... ben, je pense peut-être que je tenterais l'association avec un profil complètement différent du mien. Si c'était alors si c'était à refaire complètement, je sais pas si j'irais jusque là parce que franchement j'adore ce que j'ai fait, j'adore cette entreprise et ce qu'elle fait aujourd'hui. Quand je dis c'est pas du tout moi au contraire, enfin je pense que sans mon équipe il y a plein de choses qui seraient très très loin de ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais ouais, peut-être que je m'associerais avec quelqu'un qui aurait des capacités complètement différentes des miennes. Et peut-être même une personnalité et un profil très différent du mien. Parce que on a souvent tendance à aller vers des gens qui nous ressemblent ou qui pensent un peu de la même façon que nous parce que c'est confortable, parce qu'on s'entend bien, parce qu'on rigole, parce que voilà. Et en fait, je trouve que il y a beaucoup d'entreprises qui sont très successful, qui en fait c'est deux personnes, pardon, qui sont vraiment opposées en termes de caractère et de vision du monde et de vision de l'entreprise et qui ont des compétences très différentes. Et peut-être que ça aurait été vraiment intéressant pour le développement de l'entreprise. Ah ouais, et tu as eu des difficultés, j'imagine que oui, enfin, tu vois, tu disais que des fois, à plusieurs reprises, tu
tu as eu des moments de démotivation et tout ça, mais est-ce que tu as eu vraiment des difficultés particulières sur les étapes de la création de ton entreprise? Alors sur la création de l'entreprise, j'ai pas eu de difficultés insurmontables dont je puisse te parler aujourd'hui parce que globalement, la bienveillance des gens autour de moi et de mon entourage a vraiment participé au fait que beaucoup des embûches qui m'ont été présentées, j'ai pu les contourner, si ce n'est les surmonter, en tout cas les contourner avec l'aide de mes proches. J'avais des amis qui étaient spécialisés dans ci, dans ça et qui m'ont pas mal épaulée, donc ça c'est voilà. Et puis bref, tout simplement, je pense s'il y a un truc dont je peux être avec lequel je peux être absolument catégorique, c'est que pour moi, le truc le plus chouette à propos de l'entrepreneuriat, c'est le fait que c'est la meilleure école du monde. C'est-à-dire que dedans, tu vas apprendre des notions de juridique, des notions de comptable, des notions de marketing, des notions de communication, des notions de commerce, des notions de management, des notions de RH, de droit. Enfin, il y a tellement de choses qui sont inclus dans le package qu'en fait, mais pour ça, je reviendrai jamais en arrière, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis 1000 fois plus armée pour le marché du travail. Si demain, si allez, on part de quelque chose de hyper pessimiste, si la boîte demain ne fonctionne plus, je sais que tout ce que j'aurais appris, tout ce que j'aurais emmagasiné aura tellement enrichi mon profil à titre professionnel, mais m'aura aussi, moi, à titre personnel, tellement fait grandir que même si ça a été dur, même si ça a été compliqué, etc., bah, je peux pas te dire que, enfin, je peux pas te citer d'expériences plus enrichissantes que celles que j'ai vécues ces 4 dernières années dans ma vie. Bon, après, je suis pas très vieille, mais sur les 35 dernières années que j'ai vécues, clairement, c'était les plus folles, quoi. Ça a été vraiment Ouais, les plus riches. je suis complètement d'accord avec toi. C'est souvent ce que je dis. Enfin, franchement, on apprend tellement sur Ouais. plein de choses, mais et même sur soi aussi d'ailleurs. Et ben du coup, d'ailleurs, ça me fait rebondir sur cette question. Est-ce que sur toi, ça t'a appris des choses sur ta capacité de travail peut-être ou ton caractère ou ça t'a fait grandir, Mmh. j'imagine sûrement. Mais Ouais, bah, ça m'a appris que je pense que ça m'a donné confiance en moi, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, je pense que j'ai toujours été une élève un peu, pas médiocre, mais je prenais un peu les choses par-dessus la jambe. J'étais jamais vraiment la meilleure, mais j'étais jamais vraiment la pire non plus. J'étais, tu vois, juste assidue ce qu'il fallait. Et puis, en fait, j'étais, j'adorais le côté social de l'école, quoi. Le fait d'être tout le temps avec des copains et puis d'apprendre des choses, etc. Mais j'ai jamais été la meilleure étudiante. Et je pense que, malheureusement, le système scolaire français est très normatif et même comment dire, la règle de notes est tellement tu vois, c'est tellement noir ou blanc, quoi. T'es très très bon, t'as 20, ou t'es très très mauvais, t'as 0. Et en fait, du coup, je pense que ça peut très vite résumer ce que tu penses de toi. C'est-à-dire que si t'es pas bon en cours, bah, t'es un 0. Et si jamais t'es bon en cours, bah, toutes les portes du paradis, du marché, du travail s'ouvrent à toi. Alors qu'en fait, c'est tellement faux. C'est tellement faux. Enfin, pour ça, je me dis, mais j'aimerais bien vivre en Scandinavie et mettre mon enfant dans des écoles qui vont le noter par biais de couleur ou ou qui vont lui donner la possibilité de réfléchir à quel être humain il a envie d'être plutôt que d'être un 20 ou un 0, tu vois. Et je pense que pour ça, l'entrepreneuriat m'a vraiment appris que, bah, avec la passion et l'envie, en fait, on peut tout apprendre et on peut devenir un cador. Et j'ai découvert, pas pour moi, hein, mais j'ai découvert des entrepreneurs depuis que je suis dans ce marché, sur le marché de l'entrepreneuriat, parce que bah, on est très seul quand on est entrepreneur, donc du coup on rencontre plein d'autres entrepreneurs pour être moins seul. Et j'ai rencontré des profils tellement incroyables, tellement haut en couleur et tellement euh, sur leur chemin, mais qui pourtant n'avaient rien pour l'être à l'origine. Qu'en fait, je pense que ça c'est magique parce que effectivement ça te donne bah ouais, ça te donne confiance en toi et en tes possibilités et tout est une histoire de visualisation et de création de ton propre avenir.
sans vouloir rentrer dans des trucs trop ésotériques ou autres, moi, je suis persuadée que quand on est passionné et qu'on a une vision pour soi-même et qu'on se laisse pas abattre et qu'on se met pas d'obstacles, on peut presque tout faire. Et qu'on visualise positif. Exactement, exactement. Et sur l'équilibre vie pro vie perso, venons-en donc. Tu es maman du coup depuis pas très longtemps. Je vais pas te demander ce que ça a changé dans ta vie parce que bon bah voilà, ça a certainement changé beaucoup de choses. Mais du coup, comment tu t'organises aujourd'hui? Alors c'est peut-être récent, t'as pas encore beaucoup de recul. Est-ce que tu arrives à gérer? Alors déjà j'ai pris une vraie pause. Ça, je pense que c'est un luxe quand on est indépendant. Enfin, j'ai pris une vraie pause. Je continue à avoir un œil quand même sur l'entreprise, mais clairement, je suis sortie de l'opérationnel totalement. Et ça a été un vrai luxe que je me suis offert et que mon équipe m'a offert, parce que sans mon équipe, j'aurais pas du tout pu le vivre de cette façon-là. J'aurais pas pu vivre une grossesse et une maternité aussi sereine, donc encore une fois, je les remercie si elles écoutent un jour ce podcast. Je n'en suis pas sûre, mais je les remercie du fond du cœur. Mais en tout cas, je dirais que les premières semaines qui ont suivi ma reprise au travail, je me suis organisée. Déjà, ça a été catégorique pour moi que je n'ai pas fait un enfant pour ne pas le voir ou pour le faire élever par d'autres personnes que par moi et ne pas être témoin de l'évolution, de son évolution. On passe notre temps à prôner l'équilibre vie pro, vie perso. Et j'ai trop d'amis autour de moi qui sont salariés et qui ont des horaires de travail qui sont complètement inadaptés, qui ne voient plus leur bébé de la semaine à une vitesse qui est beaucoup trop importante, je trouve. C'est-à-dire que quand notre bébé, il est si petit, le laisser de 8h du matin à 19h le soir, 5 jours sur 7, je trouve que c'est vraiment dur, quoi. Donc moi, j'ai décidé qu'en tout cas, je suis la première maman de mon entreprise et j'espère que je ne serai pas la dernière, mais qu'en tout cas, il fallait vraiment qu'on adapte les choses pour que la reprise se fasse sereinement. Donc moi, j'essaye de finir. Enfin, déjà, j'ai décidé que je ne travaillais pas un jour par semaine, donc en fait, je fais des 4/5e. Donc il y a 4 jours de la semaine où je suis vraiment à fond et où je ne fais que travailler, mais il y a un jour de la semaine où je ne suis disponible pour personne et où je suis en tête-à-tête avec mon bébé, en plus du week-end. Et les autres jours de la semaine, par contre, je suis une machine, quoi. C'est-à-dire que je me mets vraiment enfin, c'est le papa qui s'occupe du matin et moi je m'occupe de la fin de la journée. À partir de 8h, je suis sur mon ordinateur et on décolle plus jusqu'à... Exactement. Jusqu'à 16h30, 16h45, je suis en tunnel et je m'arrête pas. Mais je me rends aussi compte que je suis du coup beaucoup plus productive. C'est-à-dire que il y a pas de place à la rêverie et je peux pas flâner, passer des heures, me dire mais en plus on fait beaucoup de télétravail dans la boîte, donc très vite comme je suis chez moi, étendre une machine, aller faire des courses, etc. Ça peut très vite arriver et là je suis vraiment en mode non, c'est no go de 8h à 16h, 16h30, je ne fais que travailler et en réalité franchement ça se passe bien. Pour le moment ça se passe bien. Peut-être que dans 6 mois, je te dirai en fait ça va pas du tout. Il faut que je remanie ça, mais pour le moment, ça fonctionne bien. Et j'aimerais dans l'avenir, si jamais certaines d'entre elles sont mamans, parce qu'on n'est que des filles. Le tourisme et le yoga n'attirent que les filles, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, en tout cas, on n'est que des filles. Si jamais ça arrive, j'aimerais beaucoup pouvoir leur garantir la même qualité de présence et de retour au travail, en tout cas. Ouais. Et vous avez des locaux, d'ailleurs, parce que tu disais qu'il y avait beaucoup de télétravail. Non, vous n'avez pas. Non, on n'a pas de locaux. Mais par contre, un jour par semaine pour celles qui sont à Paris et 3 jours par semaine pour celles qui ne sont pas, enfin, par mois, pardon, pour celles qui ne sont pas à Paris, on se retrouve et on bosse dans des espaces de coworking, etc. Mais on travaille ensemble. Donc, on est en présentiel, mais pas dans des locaux, ouais. D'accord. Ok. Et quelle est ta plus grande satisfaction dans cette aventure? Ma plus grande satisfaction. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a quelques-unes quand même. Je dirais ma plus grande satisfaction, c'est de rendre heureux mes clients. Je pense que c'est ma plus grande satisfaction. Alors bien sûr, il y a contribuer à ce que mes employés puissent faire vivre leur foyer
avec ce qu'on génère et ce qu'on gagne. Ça, c'est génial. C'est une grande responsabilité, mais c'est aussi très, très beau quand on y arrive. Mais ouais, non, voir contribuer au bonheur et à l'apaisement et à la joie de vie de mes clients, c'est ce qu'il y a de plus beau dans mon métier, je pense. Ouais, trop chouette. Comment tu te vois dans quelques années? Mettons 3 ans. 3 ans. Alors déjà, peut-être que d'ici 3 ans, on aura déménagé parce que on a acheté une propriété dans le sud-ouest, dans laquelle pour le moment il n'est pas du tout question qu'on aille s'installer, mais il y a beaucoup de travaux, etc. Donc je ne sais pas encore sous combien de temps ça se fera, mais il y a un projet de déménager, de quitter Paris dans quelques années, donc peut-être que ce sera ça, et auquel cas ma vie sera très différente, je pense. Là, on parle de vraiment d'habiter à la campagne, au beau milieu des champs, donc ce sera complètement un quotidien complètement différent de celui que j'ai à Paris. Mais écoute, moi, je me vois bien continuer ce que je fais, peut-être à une échelle un peu supérieure. J'ai pas envie de devenir patronne d'une multinationale, ça c'est clair et net, mais je me dis que si on peut faire encore plus de bien à encore plus de gens, bah ma mission elle sera remplie. Donc peut-être continuer et faire grandir la société et le faire de façon à vivre en remote et ouais, ça ce serait pas mal, ouais. Ouais, c'est chouette. Et du coup, petit aparté, t'aimes vivre à Paris? Enfin, c'est un vrai choix de vie que vous allez quand même peut-être mettre en place d'aller vivre dans le sud-ouest. Enfin, Paris ne vous manquera pas, par exemple? Ah ça, je ne peux pas te le dire avant de l'avoir vécu. Je suis parisienne, je suis née et j'ai grandi à Paris, donc si tu veux, Paris, c'est chez moi. Ouais. Le Sud-Ouest, c'est chez mon copain. Et en fait, on a vécu le confinement chez ses parents, qui habitent littéralement à 5 kilomètres de la propriété qu'on a achetée. Et c'est vrai que le confinement, alors après, il a été très difficile et très dur pour beaucoup de gens et j'ai totalement conscience que ça n'a pas du tout été une partie de plaisir pour tout le monde. Mais en tout cas, moi, j'ai vécu quelque chose que je n'avais jamais eu l'occasion de vivre auparavant, à savoir vivre en race campagne, au rythme du soleil qui se lève et qui se couche, avec la possibilité de faire du yoga dehors, face à la nature tous les matins, d'aller me promener en extérieur et d'aller vivre pleinement la campagne et la nature qui nous entourait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment, dont je suis tombée profondément amoureuse. Donc, je sais pas si jamais je regretterais pas. Après, on habite quand même littéralement à 2h30, montre en main de Paris-Montparnasse. Donc, je ne suis pas non plus, je pars pas à l'autre bout du monde. Et j'ai toute ma famille qui est à Paris, j'ai tous mes amis qui sont à Paris, donc 2h30 de train et je Oui, suis c'est pas là. très Donc loin. voilà, faut aussi relativiser. Rien n'est définitif. Et puis bah, on est tout à fait conscient avec mon chéri que ça va être un vrai changement de vie. Totalement pour moi et autant pour lui qui n'habite plus chez ses parents, on n'habite plus là-bas depuis bien longtemps maintenant. Mais que, enfin, si ça se passe pas bien, on peut toujours repartir en arrière. Rien n'est jamais définitif dans la vie et il faut juste tenter. Il faut tenter l'aventure. Et puis, franchement, maintenant, surtout que j'ai un petit bébé, me dire qu'il va passer sa vie à aller, enfin, moi, je l'ai bien vécu et je l'ai pas du tout mal vécu, mais moi, l'emmener au parc tous les week-ends, je me dis que je préfère ouvrir les portes et lui dire, allez, va explorer, quoi. Enfin, c'est quand même. Je sais pas si c'est plus confortable pour nous parents ou plus confortable pour lui enfant, parce que je pense qu'enfant on s'accommode de tout, mais en tout cas j'ai envie de tenter l'aventure. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui vont écouter ce podcast et qui n'osent pas entreprendre? Alors, ça peut être dans l'entrepreneuriat, mais ça peut être tout autre projet aussi. Ben, j'ai envie de dire quel est le risque. En fait, souvent on a peur et c'est intéressant de se poser et de prendre juste une feuille et un crayon et de noter très clairement noir sur blanc, en réfléchissant et en se sortant les tripes, c'est qu'est-ce que je risque? Au pire des cas, du pire, du pire, du pire des cas, qu'est-ce que je risque? Et souvent, quand on le fait, on se rend compte que tous les risques et toutes les peurs qu'on a, c'est des problèmes imaginaires, en fait. Ouais, c'est lié
à Des des croyances. Mmh. des croyances, voilà, c'est des fausses croyances. Et rien, alors si, il y a toujours des moments dans la vie où ça peut déraper, mais quand on est bien entouré, qu'on fait les choses avec, avec réflexion et modération entre guillemets, parce qu'il faut quand même être un peu fou pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais si on fait les choses en conscience et en y réfléchissant, en pesant tous le pour et le contre, en fait, rarement on prend des risques fous, quoi. Et je pense que le jeu en vaut vraiment la chandelle, quoi. Faut se lancer. La vie, elle est faite pour être vécue, elle est pas faite pour être derrière un bureau à faire quelque chose dont on est malheureux et qui ne nous remplit pas profondément, quotidiennement. Toute notre vie, on passe trop de temps au travail. En fait, c'est trop important de le faire en étant heureux, quoi. Je trouve. Tout à fait. Je suis d'accord. On arrive à la dernière question. Est-ce que tu as un mantra qui te motive au quotidien? Une phrase qui te booste? Mmh. Alors je sais plus comment elle se dit, mais en plus de ça, elle va résonner avec ce que je t'ai dit juste avant. Je crois que c'est «N'est impossible que ce qui n'a encore jamais été entrepris», quelque chose comme ça. Super. Voilà. Écoute, très belle phrase de fin. Merci beaucoup, Léa. Merci à toi. Ça a été vraiment un plaisir de t'écouter et puis de découvrir ton histoire et l'histoire du Yogascope. Vraiment chouette. Merci beaucoup, Bénédicte. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Puis ça fait toujours plaisir de participer à un podcast parce que ça nous rappelle aussi toutes les étapes, les échecs, les victoires de notre aventure. Et par moments, quand on a la tête dans le guidon, on a tendance à l'oublier. Donc ça fait du bien d'en reparler et de Ouais. l'évoquer avec toi. Ouais, carrément. C'est ce qu'on me dit assez souvent, que se rappeler les débuts, comment ça s'est passé et tout ça, ça fait toujours plaisir. Ouais. Écoute, merci beaucoup à toi. Je te souhaite vraiment une belle continuation avec le Yogascope Merci. et puis à bientôt. Merci beaucoup, Bénédicte. Je te remercie pour ton écoute et si tu as aimé cette interview, je t'invite à t'abonner pour être prévenu lors de la sortie d'un nouvel épisode. Et je te dis à très bientôt.